d'entre eux, les principaux protagonistes du complot, racontent leur version de ce qui s'est passé. Il s'agit du capitaine à la retraite Germán García, leader du groupe et lien principal avec la compagnie qui a organisé le plan de concert avec des Haïtiens qui ont participé au coup d'État. Le sous-lieutenant retraité Carmona Flores et le sergent à la retraite Angel Yacesira qui faisaient partie du groupe et qui ont pénétré violemment à la résidence du président. Enfin, le soldat retraité Naicer Franco Cacera, l'un des hommes du groupe d'élite dans l'opération qui a pu pénétrer dans la pièce où le président a été assassiné. Avec des images inédites jusqu'ici de ce qui s'est passé dans la nuit du 7 juillet et les jours suivants, et avec l'aide de notre département graphique à Noticias Caracol, nous avons reconstruit le film des événements minute par minute. Quelques jours avant l'opération du 7 juillet, Joseph Badio, un fonctionnaire du ministère de la Justice d'Haïti, a donné un ordre au capitaine Germán Rivera qui a marqué un point de rupture dans cette histoire haïtienne. Il a dit qu'il devait tous les tuer, les policiers, la sécurité du président, tous ceux qui sont à l'intérieur de la maison, qu'il fallait les tuer. Rivera, chef du groupe des mercenaires qu'ils appellent Mike, a donné l'instruction qui a également changé le sort des 22 anciens soldats colombiens. Mike a dit qu'il fallait entrer et tous les tuer. Il fallait tous les tuer, les policiers, ou plutôt s'il y avait même un animal de compagnie, il fallait aussi tuer l'animal, car il ne pouvait pas y avoir de témoins. Ils nous ont vendu l'idée au début de celle du mandat d'arrêt. Ils nous ont dit que c'était un mandat d'arrêt, oui, mais Mike nous a dit que c'était nécessaire de liquider le président par la suite. En possession des anciens militaires, ce mandat d'arrêt illégal a été retrouvé avec lequel ils ont tenté de lui donner le coup d'État afin de justifier l'opération. Le jour de l'attaque, le groupe de mercenaires a été rassemblé à la maison de Jacques Rodolphe, alias Todolf, un mafieux de Port-au-Prince accusé de participer au complot, et c'est lui qui aurait permis d'obtenir les armes. Au total, je pense qu'il y avait 16 armes, pas plus, entre 15 et 16. En effet, nous n'étions pas tous armés. Non. Les Colombiens étaient divisés en 4 équipes de 5 membres. Le sergent Duvernay Capador pour superviser l'opération, s'il est vrai ou non. Pineda. Selon les déclarations, Pineda est entré à l'intérieur de la pièce avec un fusil M4. Le président Moïse a reçu 12 balles, sa femme a reçu plusieurs balles dans l'abdomen. Elle a vécu miraculeusement. Une fois le crime commis, les mercenaires ont activé le plan d'évasion. Dans les bandes audio obtenues exclusivement par Noticias Caracol, les anciens militaires colombiens révèlent comment ils ont volé plusieurs millions de dollars dans la maison du président. Les mercenaires ont également raconté la façon dont 3 des hommes ont été tués et qu'ils ont vécu pendant la tentative d'évasion 36 heures après les faits dans la maison où se sont barricadés avec une fusillade intense qui s'est terminée. L'assaut a duré environ 30 minutes. Après la mort de Moïse, les mercenaires se sont concentrés sur l'argent. Avant l'opération, ils avaient été informés que Moïse avait entre 18 et 45 millions de dollars dans sa résidence. Dans la chambre, ils ont trouvé 2 valises et 3 boîtes apparemment remplies de billets. À partir de là, tout s'est calmé et ils ont commencé à sortir des valises dans le hall. J'ai moi-même emmené les valises dans la voiture. L'argent qu'ils ont déclaré était pour l'entreprise qui avait employé les mercenaires et une autre partie serait le paiement des Colombiens. Ils ont également pris des documents du président et du système d'enregistrement des caméras de surveillance. Les valises ont été chargées dans le premier véhicule où James se trouvait. Les valises ont été chargées là-bas. Le système de caméra a été aussi chargé. Des enveloppes contenant des documents ont été chargées également. À ce moment-là, les Colombiens se trouvaient déjà seuls. Joseph Badio et les policiers haïtiens qui étaient venus avec les Colombiens avaient tous disparu. Il était arrivé avec nous et au moment où cela s'est passé, il est parti avec les policiers.
il nous a laissés seuls. Ils étaient dans une Ford grise. Les mercenaires se mettent en route pour se rendre au palais national. Selon le plan, un nouveau président devrait prêter serment et réaliser le coup d'État et ferait des Colombiens sa garde personnelle. Capador nous emmenait au palais national parce que c'est là où il avait prévu de nous protéger. Oui, la police allait nous protéger. Nous roulions lentement, très lentement, jusqu'à l'aube du matin. Je crois que le premier de nos véhicules s'est trouvé en face de quelques voitures qui ont fait un barrage sur la route et qui ne vont pas nous laisser passer. Étant bloqués là, nous devions tous arrêter, sortir des véhicules et rester sur la route. Dans cette vidéo, nous voyons deux des mercenaires cachés dans un caniveau. La police Mike nous a dit que c'était nécessaire de liquider le président par la suite. En possession des anciens militaires, ce mandat d'arrêt illégal a été retrouvé avec lequel ils ont tenté de lui donner le coup d'État afin de justifier l'opération. Le jour de l'attaque, le groupe de mercenaires a été rassemblé à la maison de Jacques Rodolphe, alias Dodolphe, un mafieux de Port-au-Prince accusé de participer au complot et c'est lui qui aurait permis d'obtenir les armes. Au total, je pense qu'il y avait 16 armes, pas plus, entre 15 et 16. En effet, nous étions pas tous armés. Non. Les Colombiens étaient divisés en 4 équipes de 5 membres. Le sergent Duvernay Capador pour superviser l'opération à l'intérieur de la maison, du président en communication constante avec Germán Rivera, qui lui attendait à l'entrée de la maison vers 1h du matin. Le groupe est parti dans 6 voitures pour exécuter l'opération. Ils étaient accompagnés de l'haïtien Joseph Badio et de James Solage et de 4 policiers haïtiens. Le premier véhicule allait avec les 3 policiers et 2 des 20 hommes d'ici arrivaient à un point où se trouve la police et ils s'arrêtent puis neutralisaient les policiers qui étaient là. Les premiers coups de feu se font entendre alors que nous sommes avec la police au 2e poste de sécurité. Comme ils ont commencé à tirer hors de la maison, nous sommes éloignés et positionnés dans les véhicules comme prévu à environ 80 mètres et une rue très étroite et droite. Les Colombiens ont déjà franchi les 3 postes de contrôle après avoir réduit la garde et atteint la porte de la résidence présidentielle. Nous avons commencé à essuyer des tirs, puis tout le monde s'abrite derrière les murs. À ce moment, j'ai bien sûr cherché une couverture de protection. Nous, il y avait des tirs pour croiser parce que nous avons tiré nous aussi car évidemment nous n'allions pas nous faire tuer. Au milieu de la fusillade, les Colombiens ont découvert que le portail principal de la maison était ouvert. Il y avait une petite porte et puis par là, nous avons commencé à essayer de trouver une brèche. Et bien sûr, je cherchais une couverture. Les premiers groupes dirigés par Carmona étaient chargés de sécuriser le premier étage. D'entre eux, les principaux protagonistes du complot racontent leur version de ce qui s'est passé. Il s'agit du capitaine à la retraite Germán Garcia, leader du groupe et lien principal avec la compagnie qui a organisé le plan de concert avec des Haïtiens qui ont participé au coup d'État. Le sous-lieutenant retraité Carmona Flores et le sergent à la retraite Angel Yacesira qui faisaient partie du groupe et qui ont pénétré violemment à la résidence du président. Enfin, le soldat retraité Naicer Franco Cacera, l'un des hommes du groupe d'élite dans l'opération qui a pu pénétrer dans la pièce où le président a été assassiné. Avec des images inédites jusqu'ici de ce qui s'est passé dans la nuit du 7 juillet et les jours suivants et avec l'aide de notre département graphique à Noticias Caracol, nous avons reconstruit le film des événements minute par minute. Quelques jours avant l'opération du 7 juillet, Joseph Badio, un fonctionnaire du ministère de la Justice d'Haïti, a donné un ordre au capitaine Germán Rivera qui a marqué un point de rupture dans cette histoire haïtienne. Il a dit qu'il devait tous les tuer, les policiers, la sécurité du président, tous ceux qui sont à l'intérieur de la maison, qu'il fallait les tuer.
Rivera, chef du groupe des mercenaires qu'ils appellent Mike, a donné l'instruction qui a également changé le sort des 22 anciens soldats colombiens. Mike a dit qu'il fallait entrer et tous les tuer. Il fallait tous les tuer, les policiers, ou plutôt s'il y avait même un animal de compagnie, il fallait aussi tuer l'animal, car il ne pouvait pas y avoir de témoins. Ils nous ont vendu l'idée au début de celle du mandat d'arrêt. Ils nous ont dit que c'était un mandat d'arrêt, oui, mais Mike nous a dit que c'était nécessaire de liquider le président par la suite. En possession des anciens militaires, ce mandat d'arrêt illégal a été retrouvé avec lequel